avocat au barreau de Paris. Et Abdrahman Gaïdé qui va nous rejoindre bientôt. Il est enseignant-chercheur à la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, département d'histoire. Alors, Samba Thiam, après 22 ans de règne, l'ex-président Yaya Jammeh a quitté le pouvoir, exilé en Guinée équatoriale, après de longues négociations, tractations, accords, reniements et revirements. Peut-on parler de la victoire de la CEDEAO avec le leadership du Sénégal dans cette crise? Monsieur le directeur Diop, Alassane Samba, je tenais d'abord à vous remercier. Merci. Énormément. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Je tenais aussi à préciser à l'endroit de ceux qui sont les plus indiqués, les spécialistes du droit international, des relations internationales, que j'ai pris leur place. Et d'ajouter que cette place me revient un tout petit peu parce que parmi les buts des Nations Unies, de la communauté internationale, il y a la réalisation des droits de l'homme. Absolument. Oui, je reviens à votre question. Bravo. Moi, je pense que l'Afrique a gagné. La CEDEAO a gagné. C'est une excellente chose pour nous d'avoir obtenu ces résultats, ce que nous recherchions par la paix. C'est la paix, c'est la qualité de l'Afrique, c'est la valeur de l'Afrique. La médiation, la conciliation, c'est nous. C'est l'Afrique, c'est notre culture. Et je pense qu'on a dû attendre, on a dû obéir à une exigence de la communauté internationale, parce qu'il est dit au niveau de la Charte des Nations Unies qu'il ne faut pas recourir à l'usage de la force. Il faudra attendre, il faudra privilégier la médiation, il faudra privilégier la conciliation. Ce qui a été fait, je crois que c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Abdrahman Gaïdé, merci de nous rejoindre dans les studios de la RFM. Je sens que vous êtes en train de chercher un bon souffle pour nous parler, parce que les quatre étages, ce n'est pas évident. Déjà, des voix s'élèvent, parmi elles celle du fils de Deda Edara, journaliste qui avait été assassiné à Banjul, son fils qui est exilé à Londres, demande que justice soit faite. Certains Gambiens déjà posent le débat de la justice par rapport à la gestion de Yaya Jammeh. Bonjour d'abord, et je m'excuse de ce retard lié au fait que j'ai dormi tard, comme d'habitude. Et je crois aussi que cela peut permettre de comprendre un signe que nous sommes tous préoccupés par la situation. Et je dois rappeler une chose, que l'exigence de justice que nous demandons n'est pas seulement liée au fils d'un tel ou d'un tel autre. Et ce doit être une exigence que toute la population de l'Afrique de l'Ouest doit mettre sur la table. Puisqu'en réalité, l'acte commis par Yaya Jammeh ne concerne pas seulement la population gambienne. Il concerne plutôt l'ensemble des populations de l'Afrique de l'Ouest. Puisque tout simplement, je crois qu'il nous a dérangés tous pendant 22 ans et il nous a tenus en haleine pendant quand même quelques jours. C'est pourquoi, souvent, je me demande réellement si nous devons exiler, entre guillemets, ces personnalités. Puisque l'exil, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui doit être octroyé à un individu qui a commis quand même des actes aussi répréhensibles et qui ont perturbé l'ensemble des pays qui environnent le pays. Je vous laisse le temps de reprendre votre souffle. Samba Thiam, déjà, Barrow, le nouveau président, parle de la mise en place d'une commission de réconciliation nationale. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation nationale sans qu'il y ait justice? Je voudrais, en saluant tes amis auditeurs, saluer chaleureusement mon collègue Abdrahman Gaïdé et revenir sur cette idée de rapprochement de la
mesure de réconciliation nationale, et c'est cette autre idée de la réclamation de la justice. Je précise que tout protocole, toute convention, rencontre, toute stratégie ne pourrait empêcher en aucun moment, je ne parle pas d'État, mais je parle des populations, je parle des individus, des personnes humaines, de réclamer la justice, de dire que je suis victime, je demande une certaine réparation, ça rien ne pourrait l'empêcher. Surtout qu'en même temps, au niveau de la communauté internationale, au niveau de la charte, il est mentionné ces droits fondamentaux, droit à la paix, droit à la sécurité, c'est ce qui justifie cette intervention de la CEDEAO, mais encore droit à la justice, droit à un recours effectif. Dans le site des Nations Unies, de la CEDEAO et de l'OUA, un communiqué avait été publié, même s'il a été démenti par le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, M. Mankam Ndiaye. Dans ce communiqué, c'était des propositions de Yaya Jammeh qui voulaient pratiquement une impunité totale. Lui, ses parents, garantir ses affaires, ses proches, entre autres. Et ensuite, dans ce communiqué-là, Yaya Jammeh demandait qu'il puisse rester chef de son parti, aller et revenir en Gambie quand il veut. Le ministre Mankam Ndiaye l'a clairement dit, a dit que cela a été rejeté. Est-ce que ces tractations qui ont duré auraient dû certainement être liées à ces exigences d'Yaya Jammeh avant de partir? Oui, on a toutes les possibilités d'avoir tout un débat autour du départ de Yaya Jammeh. Moi, en tant qu'historien et en tant que relativement jeune, pensant à l'avenir de ce monde qui arrive derrière nous, je crois qu'il faut qu'on essaie d'arrêter justement ces wahales. Puisqu'il est impossible aujourd'hui qu'on puisse revenir sur l'ensemble de ce que Yaya Jammeh a fait en Gambie et ce qu'il a fait contre les pays qui sont tout autour de lui. Et lui laisser la chance justement de nous tenir en haleine et de discuter des modalités de son départ. C'est ça qu'il faut arrêter, je crois. Je donne une petite anecdote qui va peut-être nous permettre de comprendre. Il y a moins d'un mois, l'ancien Premier ministre français a été giflé par un citoyen. Ce citoyen a été arrêté et condamné à 3 mois avec sursis. 3 mois avec sursis, avec 100 heures de travail et 1 euro de... comment on appelle ça? De francs symboliques. Pendant ce temps, un président de la République, arrivé au pouvoir avec effraction, négocie son départ. On lui donne tout le temps nécessaire pour rassembler l'ensemble de ses bagages, puisqu'on nous a dit qu'il est parti avec énormément de bagages, je ne sais pas ce que c'est. Et on lui permet d'aller rejoindre un autre chef d'État dont l'enfant est jugé en France pour bien mal acquis. Donc, nous sommes en train d'assister à quelque chose qui doit nous réveiller et réveiller les générations à venir. Il ne faut plus donner la chance à des individus de cette nature de continuer à imposer leurs droits. Je crois que c'est aux Africains de revenir. Il faut féliciter la CEDEAO, les gens qui sont venus. Ce n'est pas ça qui est important maintenant. Ce qui est important, chaque 10 ans, chaque 20 ans, nous avons des cycles de cette nature qui nous déterminent que les hommes doivent être rééduqués. Je crois que laisser Yaya Jammeh partir, s'installer en Guinée équatoriale, avec tout ce que cela comporte comme humiliation, je crois qu'il faut qu'on arrête cela et qu'on se... faut pas faire des supputations sur ce qu'il a demandé maintenant. C'est de dire quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour qu'on applique ce que le chanteur ivoirien dit. Faut pas... comment on appelle ça? Faut pas salir la place. Il faut qu'on arrête de salir cette Afrique de l'Ouest par des actes qui ne relèvent pas de ce que nous souhaitons voir se produire et se perpétuer dans nos peuples.
l'acte de Yaya Jammeh, pour moi, en tout cas, on aurait dû arrêter ce monsieur et donner une leçon pour ceux qui seront tentés de faire la même chose. Il faut le rappeler. Ceux, par exemple, qui sont venus d'ailleurs négocier, les derniers qui sont venus négocier, quelqu'un d'entre eux a fait la même chose que Yaya Jammeh. Abdelaziz est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et si ce sont des gens qui arrivent au coup d'État et qui changent d'orientation, qui négocient pour nous, il faut qu'on se pose des questions. Mais justement, on a vu les deux personnalités qui sont venues négocier en dernière minute. C'est le président Alpha Condé. En Guinée, les Guinéens pensent qu'Alpha Condé, dans sa tête, souhaite avoir un troisième mandat en violant sa constitution à lui. Aziz qui a un problème de référendum chez lui pour un troisième mandat. Est-ce que quelque part ces négociateurs n'étaient pas là pour essayer peut-être de sauver Jammeh en même temps en pensant à leur propre avenir dans leur pays? Non. En ce qui me concerne... C'est la question que les gens se posent. Hein? Oui, il faut se rassurer en se disant que la réalisation, l'application des instruments, des mécanismes, on ne parle même pas du droit international des Nations Unies, je parle de l'Afrique, je parle de la région. Ça y est, nous en avons maintenant, nous nous sommes appropriés de ces mécanismes et nous avons mis nos réalités, nos spécificités. C'est ça, il s'agit maintenant de l'appliquer. Et on va y arriver. Et on a commencé avec M. Yaya Jammeh. Mais est-ce qu'il y a Jammeh, on ne devrait pas le juger en Gambie ou bien quelque part? Parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'aujourd'hui, qu'il y a trop de morts, trop de sang versé. Et ces victimes-là, qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur le directeur, nous allons procéder par étapes. Oui, Alassane, si vous voulez, je peux te tutoyer parce que tu es un ami, mais c'est le langage institutionnel. Voilà, permettez-moi de reprendre ce langage en disant, monsieur le directeur, procédons par étapes. Dans un premier temps, il a été question de préserver la communauté gambienne. Il faut d'abord la paix, assurer la sécurité. Il faut sauver. Il est question de la survie de cette communauté. C'est la première étape. Dieu merci, nous sommes arrivés à un résultat magnifique, sans qu'il y ait violence physique, sans qu'il y ait mort d'homme. Il faut s'en féliciter. Les étapes vont suivre. On va installer Barrow, et celui-là également a la conscience qu'il est là pour assurer une transition. Le peuple gambien, comme tous les autres peuples, au-delà du droit de disposer d'eux-mêmes, voudrait bien jouir de cette fabuleuse chose, la démocratie, la vie heureuse. Et ensuite, qu'on le veuille ou pas, toute personne qui estimerait avoir été victime d'un acte commis par Yaya Jammeh a le droit, encore une fois, je le répète, de s'élever. Alors il va falloir ajouter que ces présidents qui sont voisins... Justement, la personnalité de ces négociateurs de dernière minute. Mais j'ai dit que, du point de vue interne, ils sont arrivés au pouvoir d'une certaine façon. Mais revenons encore une fois au protocole, par exemple, de 2001, qui a été signé à Dakar, qui porte sur le constitutionnalisme, au point qu'on parle du droit constitutionnel régional, même si ce protocole souffre d'un certain nombre de difficultés. Nous avons vu d'ailleurs que récemment, Yaya Jammeh a voulu parler d'état d'urgence pour paralyser la vie constitutionnelle. Je vous rassure que ces présidents, tout président désormais, personne n'est au-dessus de la loi internationale, la loi pénale internationale. Toute personne qui serait responsable d'un certain nombre de violations extrêmement graves sera poursuivie et jugée. Ça, c'est clair. Mais est-ce que vous êtes aussi optimiste que Samba Thiam par rapport à ce droit international, vu la configuration de l'Afrique de l'Ouest, de certains présidents qui les dirigent, et leur comportement vis-à-vis du pouvoir? Bon, vous savez, je pense que je sors des illusions. Je suis un homme d'espérance aussi, comme tout le monde, mais l'expérience nous démontre le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Et il est vrai qu'il ne faut pas trop jubiler, il ne faut pas aussi être catastrophiste, mais il faut faire attention. Il faut être vigilant. Il faut être extrêmement vigilant, puisque ce n'est pas la première fois
qu'on met des arguments juridiques sur la table et qu'on a tous les textes nécessaires pour baliser la route vers l'élimination de toute dictature et l'application des principes de la démocratie. Mais les faits sont là. Moi, je suis historien, les faits sont là, ils sont têtus. Et ils nous démontrent chaque jour qu'il ne faut pas crier victoire. Et il y a quelque chose, un précédent aussi dangereux qui est en train de se faire. Lequel? C'est-à-dire, le professeur a dit d'ailleurs, on va installer Barrow. C'est nous qui installons Barrow ou bien c'est la population gambienne qui installe Barrow? Absolument. Et donc il y a quelque chose qu'il faut mettre en tête. Parce que Barrow est une solution de rechange à un moment donné dans l'espace politique gambien et qu'il est arrivé... Quelle solution? Solution transitoire? Tout à l'heure, le professeur d'ailleurs l'a répété. Il est là pour la transition de 3 ans. Est-ce que nous devons arriver à une démocratie dans nos pays où on doit élire des gens pour une transition? Ça n'a pas de sens. Et il y a un autre phénomène qui va peut-être aussi nous perturber. Les législatives, c'est pour bientôt en Gambie. Quels sont les accords qui ont été signés par Barrow dans la coalition qui va permettre un début de mise en place d'un gouvernement qui reprenne le souffle, comme je suis en train de reprendre le souffle tout à l'heure, qui reprenne le souffle pour mettre en place des institutions fortes et qui ne seront pas là pour la transition et qui seront là pour une pérennité, une pérennisation de la démocratie, une pérennisation de la prise de conscience qu'on ne peut plus accepter qu'on salisse le coin. Justement, Samba Thiam, quels sont les défis auxquels doit faire face Barrow et son nouveau régime, les nouvelles personnalités qui vont s'installer en Gambie? Quels sont les défis aujourd'hui? Avec ma faiblesse d'esprit, je pense que le défi est simple, c'est le défi de la construction nationale d'abord. La nation gambienne doit être fixée, c'est le support de l'État. C'est la construction de l'État. L'État doit être suffisamment fort. Il doit y avoir une ouverture. Il doit gouverner avec cet esprit selon lequel il fait le travail au nom du peuple, pour le peuple. Je crois que déjà, avec la façon d'élaborer le gouvernement, il tiendra compte de cette diversité. Il n'a pas le choix. Encore une fois, j'entendais mon cher collègue historien, collègue en plus historien, puisque je suis historien du droit, parler, s'inquiéter par rapport à la transition. Il faut se dire que c'est la primauté du droit. Je suis obligé de revenir sur le fait que si nous sommes arrivés à ce stade, c'est grâce à une merveilleuse justification, le droit. Sinon, on n'aurait pas eu la possibilité de s'introduire, de parler d'une certaine façon à Djamé. C'est parce qu'il y a d'abord des mécanismes juridiques, des choses de droit que nous avons mises en place et nous nous sommes appuyés sur ça pour pouvoir torturer un principe fondamental que l'on appelle la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Je suis optimiste. Barrow n'a pas le choix. Quand il va s'installer, quand il arrivera, il est déjà sur le terrain. Il doit faire les choses, pas dans le sens de ses intérêts, ni dans le sens des intérêts de son parti. Mais aujourd'hui, sur le terrain, de façon triviale, Barrow, quand il prend le pouvoir, il y a quand même des partisans de Yahya Jammeh. On a vu les images hier à la télévision, quand il partait pour quitter son pays, aller faire une escale à Conakry avant d'aller en Guinée équatoriale. Il est accompagné de beaucoup de gens. Certains d'entre eux regrettent quelque part peut-être son départ. Est-ce que ces gens-là aussi, il faudrait les intégrer dans cette réconciliation nationale? Mais je pense que ça dépend. C'est normal que ces personnes accompagnent Yahya Jammeh parce qu'au-delà de l'institution, au-delà de la nation, il y a des relations humaines, des relations d'amitié, il y a des reconnaissances. C'est un être humain, quelque part, il a dû aider énormément. C'est tout à fait normal. Alors, je reviens sur l'idée selon laquelle que nous pouvons, parmi ces personnes qui accompagnaient Yahya Jammeh, et prendre certaines parmi elles qui sont dotées d'une certaine moralité, d'une certaine vertu, qui étaient là pas pour détruire,
mais qui ont toujours travaillé objectivement. Nous en avons vu des ministres qui ont eu à démissionner entre-temps, des ambassadeurs qui ont occupé des postes et qui sont venus à Dakar, ailleurs. Il ne faut pas éliminer tout le monde. Il ne faut pas procéder à une vengeance. Ce n'est pas ça. Il suffit tout simplement de vérifier, d'enquêter, de regarder et puis de mettre toute personne qui aime la Gambie, qui est là pour la construction de l'Afrique. Quels sont les défis auxquels Barrow doit faire face aujourd'hui? Défis sécuritaires, économiques, sociaux et même culturels par rapport à la gestion de son pays. Beaucoup de défis pour Barrow. Oui, vous avez listé une panoplie de défis. Mais moi, le défi le plus important, c'est, à mes yeux, est-ce que je suis d'accord avec l'acte de la CEDEAO, je suis d'accord avec ce qu'il ait eu la possibilité de prêter serment, mais il y a une forme de délégitimation de Barrow quelque part, puisqu'il n'a pas juré devant la juridiction gambienne, même si par ailleurs, symboliquement, l'ambassade, c'est le territoire gambien, mais il y a cette atmosphère symbolique qui a manqué et qui relève d'un sentiment, si on revient à la nation et au peuple, les deux éléments... Mais l'avocat de Barrow a précisé, celui qui a pris son serment, que la loi gambienne ne précise pas devant quelle institution il doit jurer. C'est important de préciser. Je suis devant un juriste. Et je sais que, justement, le monde est fatigué par le juridisme et l'excès de lois qui ne sont jamais respectées en réalité. Mais maintenant, on peut dire qu'on a mis en place, ça a été respecté. On n'a rien respecté du tout. Le respect, le premier respect, c'est de bouter dehors Yahya Jammeh. Il n'y a pas d'humanité dans cette histoire-là. Yahya Jammeh n'a pas été humain. Ceux qui l'ont entouré n'ont pas été humains quelque part. Il ne faut pas qu'on insiste sur les sentiments humains pour ne pas appliquer la réalité. Je pense que c'est ça qu'il faut éliminer. Ce sentiment qui est à l'intérieur du juridique, là, il faut l'extirper et mettre les gens devant le fait accompli. Il nous a mis devant le fait accompli. Il a négocié son départ tranquillement. Maintenant, on a compris qu'il était en train de préparer ses bagages. Mais quel est le sort qu'il faut réserver justement à ceux qui étaient avec Yahya Jammeh, le chef de la major de l'armée gambienne, qui dans un premier temps avait reconnu Barrow avant de retourner sa veste et de retourner encore, retourner sa veste? Vous savez, ça c'est une pratique humaine. C'est ça qui est humain justement. Et dire que je suis devant... Comme l'a si bien chanté Jacques Dutronc, opportuniste. C'est totalement humain. Et donc, quand on voit que la chose est en train de s'effriter, mais on se dégage. Et on essaie de redorer son blason. Et nous sommes prêts à accepter. Mais c'est que les conséquences, c'est demain. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, puisque tout cela peut se réveiller. On va excuser tout le monde, mais à un moment donné, Barrow sera devant la réalité. Barrow arrive. Je ne dis pas qu'on apprend à gouverner avant d'arriver au gouvernement. Il peut apprendre à gouverner. Mais Barrow, nous savons de quel lieu il vient. Il vient du monde des affaires, il vient du monde de l'immobilier. Et nous savons que le monde des affaires et le monde des immobiliers a ses réalités et ses tactiques internes qui sont totalement différentes de la tactique gouvernementale. Donc Barrow a d'abord à apprendre. Qui va lui apprendre tout cela? Est-ce que c'est la CEDEAO qui va continuer à gérer cette période de latence qui est obligatoire, qui est justement où on va se préoccuper par ceux qu'on considère comme étant pris dans le mouvement de Yahya Jammeh. Mais ils n'ont pas participé, mais ils étaient quand même dans le mouvement de Yahya Jammeh. Parce que quelqu'un qui a servi une dizaine d'années sous Yahya Jammeh doit aussi rendre compte. On peut excuser, mais il faut qu'il rende compte réellement de ce qui s'est passé à l'intérieur du gouvernement de Yahya Jammeh. Donc la première chose à laquelle je crois Barrow sera confronté, c'est sa légitimation en tant qu'élu, pas en tant qu'exfiltré et mis en position de président à l'extérieur, comme s'il venait envahir avec une armée qui vient de l'extérieur. On a parlé de nation tout à l'heure, de renforcement de la nation et du peuple. Ça va revenir, je crois. Malgré l'appui de la CEDEAO, malgré l'appui du Sénégal, il faut redouter le réveil du nationalisme à l'intérieur même de la Gambie. Puisque la Gambie, il va faire appel certainement à la diaspora.
et la diaspora, elle est coupée complètement de la réalité ouest-africaine et qui va venir dire « Ah, il faut qu'on reprenne sens de la construction de notre peuple et de notre nation. » Moi, je crois qu'il faut qu'on élimine l'idée de construction des peuples et revenir à la construction des populations. Parce que ce sont les populations qui nous ont empêchés de faire la guerre. Oui, Samba Thiam, comment passe-t-on d'un régime dictatorial à une démocratie en Gambie, de façon pratique aujourd'hui? Est-ce que, du point de vue de la gestion des mentalités psychologiques, comment les Gambiens vont appréhender cette démocratie qui peut-être est en train de s'installer? Moi, je pense que c'est déjà opéré. On est déjà passé des régimes dictatoriaux à la vie démocratique. Mais il a été élu. La gestion de la liberté, c'est le peuple la gestion de la presse, la liberté de la presse. Mais c'est ce que je disais, il va falloir, tout va ensemble. Vous savez que ces droits fondamentaux évoqués, les droits, les devoirs, le respect, tout ça n'aura pas de sens lorsqu'on ne s'occupera pas de rééquilibrer les rapports entre le capitalisme qui est entre les mains d'une minorité et cette majorité qui vit sous la misère. Si le président est attaché à cela, si le président vise les prérequis, en rééquilibrant, en réajustant, je crois qu'il sera possible de jouir de ces droits, la liberté, de ces droits fondamentaux des libertés. Je profite de cette occasion pour préciser à nouveau que c'est parce qu'il est question du respect des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, qu'il est permis d'accepter une exception, encore une fois, à la gestion interne. Mais la façon de gérer le pays aujourd'hui par Barrow, dans un pays où Yahya Jammeh avait pratiquement tout privatisé, tout l'appartenait, même les stations d'essence étaient à lui, l'économie était à sa botte. Comment aujourd'hui remettre en place tout un système où tous les Gambiens se sentiront concernés? C'est la loi qui protège. C'est ce que j'appelais par prérequis. L'État fonctionne avec une certaine logique, avec des lois, des institutions. Si nous revenons encore au protocole de la bonne gouvernance et de la démocratie, nous retrouvons ça au niveau de la communauté internationale. Il y a la séparation des pouvoirs, il y a le respect des différents régimes, etc., etc. C'est là, quand les lois sont mises en place, quand l'État se reprend, domine, quand le droit est au-dessus, je crois qu'on arrivera à une vie meilleure. La Gambie, tout le monde le sait, il avait dit, Yahya Jammeh était un soutien important du MFDC, c'était la base arrière pratiquement de le MFDC en Gambie. Aujourd'hui qu'il est parti, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence, comme incidence dans le cadre de la rébellion au sud du pays? Bon, il ne faut pas trop se hasarder, je ne maîtrise pas. Que je pose, oui, pour moi, personnellement, je ne vais pas m'hasarder puisque je ne sais pas exactement quels sont les rapports que Yahya Jammeh a entretenus avec les MFDC. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que on sait que la Gambie participait comme arrière-pays et comme même un appui économique, puisqu'on nous dit qu'il y a des champs de drogue qui sont contrôlés par une partie du MFDC et qui étaient sur le territoire gambien. Maintenant, avec l'arrivée d'Adama Barrow, qui a eu l'onction non seulement de la CEDEAO, mais du grand frère sénégalais, je crois que c'est maintenant que la diplomatie sénégalaise va actionner ces leviers pour qu'on puisse pas imposer, mais discuter avec le nouveau gouvernement gambien pour mettre en place des mécanismes qui vont nous éliminer ces rapports qui existaient entre la rébellion casamançaise et Yahya Jammeh. Vous avez rappelé tout à l'heure une image intéressante qui me permet de faire une jonction avec ce qui se passe en Mauritanie, puisque Yahya Jammeh apparemment vendait même des tomates. C'est ce qui se passe en Mauritanie. Aziz fait la même chose en Mauritanie. Il s'est accaparé de tout. Et c'est lui qui vient de négocier cette crise. Et si je replace ça aussi au niveau de l'inquiétude que vous soulevez, on nous a même dit dans les années 89 que la Mauritanie participait quelque part au renforcement du MFDC. Donc l'axe Banjul-Nouakchott qui faisait peur
peut-être va disparaître avec ce nouvel axe qui doit être renforcé, qui est Banjul-Dakar. Et couper court à cette possibilité de permettre aux éléments du MFDC de reconstituer un tissu qui va détruire encore davantage ce que nous sommes en train de construire. Mais est-ce que nous sommes capables de mettre sur la table quelque chose qui va peser au-delà des difficultés que rencontrera Barrot lui-même dans la distribution des prébendes, entre guillemets, des éléments de la coalition et la mise en place d'une équipe qui va s'occuper des législatives. Je pense qu'il faut s'occuper plutôt à stabiliser la Gambie avant de parler des conséquences que cela peut avoir. Est-ce que le départ de Yahya Jammeh est une chance pour la paix définitive en Casamance ou pas? Je ne saurais le dire, puisque, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Abdrahman, c'est quelque chose de sensible et de difficile. En revanche, son départ, je crois apportera quelque chose de très important au Sénégal, puisque Adama Barrow et son grand frère, je veux dire le Sénégal, et son grand frère, le président Macky Sall, vont pouvoir collaborer, bénéficier d'une coopération aussi régionale et internationale. Nous arriverons à mieux maîtriser. Donc, pour répondre à votre question, il y aura une dose beaucoup plus forte de la maîtrise de ce phénomène qui nous secoue de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour maîtriser ce phénomène aujourd'hui? Mais ce sont des moyens et il faudra renforcer. Je vous ai dit, quand nous sommes ensemble, la Gambie, qui est, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, puisque c'est un grand pays, historiquement parlant, mais qui est englobé par le Sénégal, a intérêt, comme le Sénégal, également vice-versa, a intérêt également à collaborer. Si nous mettons des moyens institutionnels, des moyens politiques, nous faisons en sorte que nos populations soient les mêmes, les plus dangereux parmi nous, les déviants, n'auront aucune chance. La traversée de la Gambie a été toujours problématique pour beaucoup de Sénégalais qui veulent aller au sud du pays. La CEDEAO avait donné son accord international d'ailleurs pour mettre en place un pont sur le fleuve Gambie. Et Yahya Jammeh n'a jamais voulu de ce pont-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Barrow, vous pensez que c'est possible de mettre en place ce pont? Oui, c'est dans l'ordre du possible, puisque vous avez dit tout à l'heure que c'est Yahya Jammeh. C'est un individu qui empêche la mise en place de quelque chose qui va permettre justement aux populations, j'insiste encore, puisque le terme de peuple me rebute ces dernières années, puisque justement c'est lié à notre volonté de construire des peuples territorialisés, coupés de la réalité sociologique d'antan, qui fait que nous ne construisons pas de pont. On n'avait pas besoin de pont au temps traditionnel, mais aujourd'hui c'est le temps que nous voulons récupérer en construisant ces ponts. Je crois qu'il y a un autre élément qu'il faut essayer d'imposer maintenant. Lequel? C'est d'éliminer ce processus de construction de peuple et revenir à la notion de population qui est, pour moi, extrêmement dynamique et qui nous empêche justement de faire la guerre. Puisque les militaires disent toujours population, ils ne disent pas peuple. Quand ils vont sur le terrain, la protection des populations, ils ne disent pas nous allons protéger le peuple gambien. Non, nous allons protéger les populations gambiennes. Puisque dans les populations gambiennes, justement, 45 000 réfugiés, ils sont venus rejoindre des familles auxquelles ils appartiennent, et auxquelles plutôt elles appartiennent. Donc, tant que nous ne revoyons pas la construction de nos États, puisque les États-nations ont échoué, n'eût été l'échec des États-nations, la Gambie et le Sénégal seraient réunis depuis très longtemps. Il y a une réalité historique qui est liée à la colonisation, les langues sont différentes, mais cela ne doit pas empêcher la mise en place de quelque chose de plus dynamique. C'est-à-dire que ne pas considérer la Gambie comme à l'intérieur du Sénégal, mais la Gambie en tant que pays. Et essayer de négocier avec la Gambie en tant que pays, mais nous avons les mêmes populations, les mêmes réalités sociales. Nous ne pouvons pas continuer à cheminer vers ce carcan de construction du peuple et qui nous donne l'exemple. Aujourd'hui, la France nous donne l'exemple. Puisque la France, si elle a des problèmes aujourd'hui, c'est qu'elle veut créer un peuple français, marque déposée. Et il faut intégrer les autres dans le processus de construction du peuple. Alors que ce sont des populations qui sont venues avec des réalités
qui doivent être intégrés et qui permettent de relativiser les frontières du peuple qu'on est en train de construire. Je crois qu'avec Barrow, c'est une nouvelle vision qu'on doit mettre en place. Si nous voulons une émergence, nous parlons tous en Afrique d'émergence. L'émergence ne peut pas se faire avec les peuples, elle se fait avec les populations, je crois. Le président Barrow est arrivé au pouvoir grâce à une coalition qui a accepté de travailler avec lui pour que toutes les forces se réunissent pour aller aux élections. Mais aujourd'hui, il y a la réalité du pouvoir, l'exercice du pouvoir. Souvent en Afrique, les gens sont en coalition. Mais une fois au pouvoir, les ambitions se réveillent. Est-ce que vous pensez que Barrow pourrait maintenir cette coalition pour aller dans la transition qu'il veut faire, compte tenu du fait que dans cette coalition, il y a quand même de grosses têtes? Il nous décevra énormément si en venant au pouvoir... Les ambitions du pouvoir. Si en venant au pouvoir, et ce que vous appelez réalité, il s'agit de l'exercer de façon personnelle ou avec un groupe de personnes qu'il maîtrise, ce serait très dommage. Mais s'il se dit qu'il est au pouvoir au nom du peuple et que le peuple, on le perçoit à travers cette coalition, il aurait bien fait. Et il doit garder cette attitude du début jusqu'à la fin de ce qu'il a appelé sa transition. Permettez-moi, monsieur le directeur. Il parle de 3 ans de transition. Le mandat, c'est 5 ans au niveau de la Gambie. Ces 3 ans de coalition-là, est-ce qu'en ce moment, il pourra mettre en place, du point de vue du temps matériel, tout ce qu'il faut pour aller dans des élections plus libres, démocratiques, entre autres? Matériellement parlant, même 10 ans, ça ne suffit pas. Mais quand on pose les principes, quand on fixe les bases d'une vie normale, je crois qu'on aura bien fait. Et on quittera. Les autres arriveront, puisqu'on ne finira jamais. Laisser la place aux autres qui apporteront leur pierre. C'est fini. Il faut comprendre que partout dans le monde, même dans vos services, à chaque fois qu'on parle d'élection, c'est fini. On n'acceptera plus qu'on y reste plus d'un mandat renouvelé plus d'une fois. C'est pas possible. Si je voudrais, avant de vous rendre la parole, en profiter pour revenir à ce que disait mon collègue, le professeur Ngaïdé. Son propos m'a interpellé. Je l'ai entendu dire que le peuple, quand on parle de peuple, ça le rebute. Il a raison, parce que c'est fictif. Mais je crois que cette fiction, chers collègues, est une méthode d'organisation de la vie publique, de la vie politique. Pensez en un instant, si par population il s'agit d'un ensemble d'individus vivant sur un territoire donné, si ces populations s'étaient désintéressées de leur destin, de la vie de l'État, qu'allait devenir Yaya Jammeh? Mais c'est lorsqu'on dit qu'on participe, c'est mon affaire, il est question de ma vie, je n'accepterai pas qu'un individu puisse le réguler par rapport à ses intérêts. Je crois que ça marchera. D'où le droit pour tout un chacun de nous de participer à la vie publique et à la vie politique. D'où le sens de la notion de peuple. Mais aujourd'hui, de façon pratique, les échelons du pouvoir, comme je le disais tantôt, comment Barrow va faire pour gérer, excusez-moi le terme, tous ces caïmans qui sont dans le marigot? Mais c'est nous qui avons élevé ces caïmans aussi, malheureusement, puisque nous sommes au bord de l'eau et nous voyons le caïman grandir. Je crois que ça, c'est une tactique politique à l'intérieur même de la coalition qui doit peut-être mettre de l'eau dans son vin pour comprendre qu'il y a eu un précédent qui est important, qui nous a tous perturbés, puisque l'acceptation de la défaite aurait dû permettre à Adama Barrow d'arriver au pouvoir directement, avec toute la légitimité et toute l'aura, et emportant même le sentiment du peuple, de la population qui a voté pour lui, et qui avait un espoir que le changement allait se mettre en place. Maintenant, ce sont les Caïmans qui doivent eux-mêmes se rétracter, comprendre que faut pas fragiliser ce président arrivé démocratiquement au pouvoir et ne pas être si gourmand que cela. D'ailleurs, si l'on considère la reconstruction économique et tout ce qu'on est en train de dire tout autour de Yaya Jammeh, je crois que les caisses de l'État doivent être vides.
puisque tous les bagages que Yaya Jammeh a amenés, je pense que ce ne sont pas son Coran, ce ne sont pas ses habits. C'est l'économie gambienne peut-être qui est mise en valise et qui est partie. Donc, il faut que les appétits politiques et cette volonté de s'accaparer de pouvoir reculent et qu'ils mettent en avant l'esprit de la République et l'esprit du droit, comme l'a dit le professeur, et mettre en place des mécanismes qui vont stabiliser d'abord les institutions et qui vont redonner confiance à la population. Et un autre phénomène, permettre aux 45 000 Gambiens, Sierra Leone et autres, c'est pourquoi je parle de population, parce que 45 000 réfugiés, de nationalité. il y a plusieurs nationalités, c'est-à-dire c'est la population qui est partie, qui était là pour donner du tonus économique à l'État gambien, qui doit aussi repartir automatiquement pour reprendre sa place, pour qu'on ne puisse pas avoir cette période que j'appelle une période de latence, qui peut être une période où il y a des règlements de compte privés qui peuvent apparaître. Donc moi je pense que les hommes politiques gambiens sont avertis, tous, qu'il y a un mécanisme maintenant qui doit être imposé par la CEDEAO, puisqu'il faut qu'on profite de cette crise pour renforcer les institutions de la CEDEAO. Justement, est-ce que l'intervention de la CEDEAO dans la crise gambienne, comment ça s'est passé aujourd'hui avec la détermination de la CEDEAO, est un signal donné à tous les autocrates sous-régionaux? Mais je crois que c'est un signal. Mais il y a eu juste une petite virgule qui m'a gêné. L'intervention du Mauritanien et du Marocain. Ce sont nos amis. On nous a dit que bon, l'extérieur n'a pas intervenu. Mais l'Union du Maghreb arabe, dispersée, a intervenu. Le Maroc et la Mauritanie, chien et chat, sur le même terrain, sur notre terrain, pour négocier pour nous. C'est ça qui est un peu gênant. C'est-à-dire que je ne suis pas contre, et je ne peux pas l'être, que les institutions internationales, même l'ONU, ne nous a pas donné explicitement l'intervention. Ils ont dit implicitement, ils ont reconnu implicitement. Bon, c'est le langage diplomatique. C'est vrai que c'est explicitement, mais moi, en tant que chercheur, je prends l'implicitement pour comprendre qu'il y a quelque chose qui gêne. Donc, je crois qu'il y a possibilité, à partir de maintenant, que les chefs d'État africains et les sociétés civiles africaines doivent se réveiller davantage pour qu'on puisse imposer de nouveaux mécanismes qui empêcheront à ces gens de négocier leur départ du pays. Ils doivent être jugés dans le pays et pas à la CPI ou ailleurs. Ils doivent être jugés dans leur pays pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils ont fait réellement. Il faut être radical. Comme ils sont radicaux, il faut être radical. La CEDEAO est intervenue en Gambie sans effusion de sang. C'est rare que dans les interventions de la CEDEAO, qu'il n'y ait pas ces genres de civils ne payent pas de lourd tribut. On a constaté quand même qu'avec les négociations, on a pu freiner cette intervention militaire sur le terrain. Est-ce que c'est un signal qui est donné à tous les petits potentats africains là, qui sont là, qui veulent aujourd'hui s'accrocher au pouvoir? Oui, c'est un signal qui est donné. Et que cette intervention de la CEDEAO a été facilitée par notre culture, notre histoire. Nous avons la vertu de la conciliation. C'est un signal, mais je me permets d'ajouter que, juridiquement parlant, il ne peut y avoir d'obstacle que lorsque l'État concerné n'a pas ratifié ces instruments, ces mécanismes. Et il est important de le souligner parce que, quelle que soit la pertinence de ces instruments, et ils sont soumis à un autre principe, le principe de la souveraineté. Faudrait-il que l'État accepte, signe en disant que j'adhère à ces valeurs, ratifie en disant que je respecte et je ferai en sorte que ces valeurs soient respectées dans mon pays. C'est ça la limite. Yaya Jammeh est parti, comme vous le disiez tantôt, avec la caisse de la Gambie, comme vous le disiez, parce que les avions qui l'ont transporté, une vingtaine de personnes, 15 officiers, les gens en parlent, et ensuite son shadow cabinet, avec autant de moyens, où les gens disent que l'homme de Kanilai était extrêmement riche. Est-ce que même en Guinée équatoriale peut être une menace pour Adama Barrow, de loin? Je ne crois pas, mais je pense à quelque chose, peut-être que c'est pas vrai. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il va chez Obiang Nguema
Obiangema, peut-être veut-il l'échanger avec son fils qui a des démêlés avec la justice internationale en France, peut-être. C'est ça peut-être qui va nous sauver. À un moment donné, Obiangema va rêver, je peux troquer Djunkung Diamé, moi je l'appelle maintenant Djunkung Diamé, Babali Mansa, avec tous, puisqu'il est parti avec une cour. Et donc... mais justement, de loin, en Guinée équatoriale, avec tous les moyens qu'il a, est-ce qu'il peut faire mal? Non, je ne pense pas qu'on puisse l'accepter et qu'il puisse le rêver. Lui, maintenant, on a compris. On a très bien compris Yaya Jammeh maintenant. On l'a toujours compris. Yaya Jammeh, c'est un viveur. Yaya Jammeh, c'est un viveur. Et il nous le démontre. Donc, comment se fait-il qu'on ait pu laisser se développer pendant 22 ans une gangrène au milieu de quelque chose? Si on considère que la Gambie est à l'intérieur du Sénégal, comment se fait-il qu'on ait pu accepter cela? C'est ça qu'il faut refuser désormais. Il ne faut plus qu'on accepte qu'on salisse le coin. Samba Thiam, si Yaya Jammeh avec cette fortune à l'extérieur, à Guinée équatoriale, est-ce qu'il a les moyens de pouvoir perturber Barrow, le nouveau président? Mais s'il garde encore, s'il n'a pas compris, s'il garde encore ce verre, ce sentiment... Est-ce qu'il a toujours une capacité de nuisance? Mais oui, s'il garde encore ce souci de gérer le pouvoir, s'il estime qu'il est un homme de pouvoir, qu'il est le plus puissant, c'est possible. Mais je veux voir les choses autrement. Dire qu'il a eu la chance déjà de sortir de là, il a intérêt à coopérer. Et j'aurais bien aimé, au-delà de la réconciliation, qui aussi implique le sens de la conciliation, que ce qu'il a aimé, si cela relève du patrimoine de la Gambie, de faire tout pour le récupérer. Voilà, nous sommes au terme de notre émission, monsieur. Merci à Samba Thiam, professeur agrégé de droit, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, avocat au barreau de Paris. Abdrahmane Gaïdé, enseignant-chercheur à la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, département Histoire. Au micro, Alassane Samba Diop, à la technique Abdoulaye Diop. Excellent dimanche à tous.